La course au pouvoir, les pouvoirs pour le pouvoir, c'est ce qui a longtemps caractérisé les hommes politiques, surtout en Afrique. 60 ans après les indépendances, il est temps de faire la politique autrement, de repenser la politique en Afrique. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Fidèles à nos rituels, découvrons à présent notre invité des marques. Messieurs et dames, c'est Ece Omo. Yael Kankou Kazakou. Yael Kankou Kazakou est ingénieur de l'Institut des bâtiments et des travaux publics, option pont et chaussée de Kinshasa-Ngaliema. Yael Kankou a un diplôme d'études supérieures d'urbanisme de l'Université Paris 8 et un diplôme d'études approfondies d'aménagement urbain de l'Université de Sorbonne. Expert en urbanisme, Yael Kankou Kazakou enseigne l'assainissement et l'aménagement à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge de Kinshasa. Yael Kankou Kazakou, nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois dans le jeu. Heureux également, John, de vous revoir dans cette émission où nous allons parler de la politique en Afrique et en RDC. C'est vraiment un réel plaisir. On s'installe confortablement. Le plaisir est partagé. Je dois dire que tout est parti d'un constat. Le constat, c'est que d'après vous, en Afrique, on n'a jamais fait de la politique. On n'a jamais fait de la politique, John, parce que si on avait fait de la politique, déjà tous les problèmes que l'on a connus dans les années 60, avant les indépendances, n'auraient pas persisté jusqu'à aujourd'hui. Mais ces problèmes sont récurrents. Non seulement ils sont récurrents, ils s'agrandissent, mais il y a d'autres problèmes qui s'y ajoutent. C'est la preuve qu'on n'a jamais fait de la politique en Afrique d'une façon générale et en RDC en particulier. Parce que faire de la politique, c'est quoi? C'est ça, autrement dit, c'est quoi faire de la politique? Alors nous allons repartir dès le départ de l'étymologie du mot même politique. Parce que je pense qu'en Afrique, nous avons souvent un gros problème, c'est un problème de la sémantique, parce que nous sommes obligés de nous exprimer, de penser, d'écrire dans des langues qui nous ont été imposées, des langues étrangères, notamment le français, en RDC. Quand vous allez en français, même les profs d'université commettent des fautes de français, leur propre langue. Et que dire de nous à qui cette langue a été imposée? Donc je me suis toujours demandé si les hommes politiques africains, et congolais en particulier, comprennent le mot politique ou s'ils ne le comprennent pas. Parce que le mot politique vient tout simplement du terme grec polis, qui signifie cité. La cité grecque, c'est l'ancêtre de la ville européenne, et donc de la ville moderne, de la ville tout court. Et politique, tout ce que ça rapporte à la ville, et par extension à la région et au pays. Faire de la politique, donc, c'est s'occuper des affaires de la ville, et résoudre les problèmes qui se posent à la ville. Donc, si on avait fait la politique depuis plus de 60 ans aujourd'hui, on n'aurait plus tous ces problèmes que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais même que ces problèmes étaient moindres quand nous étions sous la colonisation. Tout le monde fait ce constat-là, qu'ils se sont aggravés depuis que nous avons accédé à l'indépendance. C'est résoudre les problèmes qui s'opposent à sa population. C'est ça faire de la politique. Or, si on ne pas les faire, c'est ne pas faire de la politique. Ne pas résoudre ces problèmes, c'est ne pas faire de la politique. Et c'est faire quoi? On ne fait rien. C'est la course au pouvoir. On se bat pour le pouvoir. C'est ce qui a eu lieu dans tous les États africains. Déjà, depuis 1960 ici chez nous, Kasavubu et Lumumba se sont battus non pas pour faire de la politique, non pas pour la démocratie, mais pour le pouvoir. Parce que la démocratie était déjà là. Les élections ont eu lieu. Mais ces deux missions continuent à se battre. Pourquoi? Qui doit garder le pouvoir? Et vous venez de voir dernièrement, en Guinée, au Mali, des coups d'État un peu partout, au Soudan du Sud. Les hommes noirs se battent pour le pouvoir et non pour faire de la politique. Et on peut constater facilement, il y a eu une vingtaine d'années,
avec un régime qui vient de passer en RDC, le régime est dit kabiliste, eh bien pendant 20 ans, ils n'ont pas fait de la politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on écoute les cadres du PPRD... Si on remontait un peu les 32 ans de Mobutu, a-t-il fait de la politique lui aussi? Alors, Mobutu n'a pas fait de la politique dans le sens où je viens de définir le mot politique. Mobutu a fait de la politique de prestige et de défi. C'est-à-dire que je fais ça pour qu'on voie que je suis là, mais pas de la politique dans le sens d'avoir le souci pour résoudre les problèmes de la population. Un exemple, je vais vous donner un gros barrage, le barrage d'Inga, un grand ouvrage sur Mobutu. Mais si Mobutu avait fait le barrage d'Inga dans le souci de résoudre les problèmes de la population congolaise, on aurait eu un grand centre de transformation d'énergie électrique de la très haute tension à la haute tension, moyenne et basse tension, dans la ville de Kananga. Ce qui a été déjà proposé d'ailleurs par les Belges eux-mêmes, parce que cette ville, à la pollution centrale, aurait permis facilement de transformer l'énergie électrique et de le distribuer, de le dispatcher dans différents coins du pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enjambé cette ville à la position centrale, de Inga au Katanga. Vous comprenez ça? Donc, il a fait de la politique parce qu'il a mis en place certains ouvrages importants, le barrage d'Inga, le pont suspendu sur le fleuve Congo à Matadi, mais c'était une politique de prestige et de défi. Pourquoi on a parlé des éléphants blancs? Oui, parce que... À cette époque-là. Et si on continue maintenant, plus tard, on peut poursuivre avec Mouzé. Mouzé aussi a fait de la politique. Mais là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas une politique cohérente qui a une logique, qui commence quelque part et qui s'enchaîne pour la résolution des problèmes de la population. C'était une politique ponctuelle, des actions par-ci par-là, et surtout une politique sous la totale dictature sous Mouzé. Il faut être indulgent envers Mouzé parce qu'il n'a eu que 3 ans. Il n'a eu que 4 ans de pouvoir. Bien sûr, John, c'est un homme qui a été nationaliste. Beaucoup de difficultés. Qui a été nationaliste, qu'il a prouvé par son attitude, mais malheureusement, il n'a pas partagé le pouvoir. Il s'est compliqué la tâche en gardant tout entre ses mains. Le contexte de l'époque peut les justifier. Et non, vous savez, John, le mandat présidentiel aux États-Unis dure 4 ans. Nous a fait 4 ans. Donc, c'est la durée des mandats présidentiels aux États-Unis. En 4 ans, on peut faire plein de choses. Et on est étonné d'ailleurs qu'aujourd'hui, alors qu'il reste encore plus d'1 an au mandat du président Fachi, mais on voit les gens s'agiter dans ce qui serait aujourd'hui l'opposition, au PPRD, à la Mouka, les gens s'agitent. Ils ne pensent qu'aux élections, au pouvoir. Au PPRD, quand on reçoit les cadres du PPRD sur les plateaux, qu'est-ce qu'on entend? Toujours des comparaisons entre Kabila et Tshisekedi. L'UDPS croyait que c'était facile, maintenant qu'il est au pouvoir, l'UDPS ne fait rien. L'UDPS croyait que Kabila ne faisait rien, maintenant Tshisekedi s'en rend compte. Ce n'est pas ça faire de la politique. Et nos amis du PPRD vont jusqu'à dire, voilà, nous allons tout faire pour que Kabila revienne au pouvoir. Alors imaginez quelqu'un... C'est des bonnes quêtes, c'est une ambition légitime. Ce n'est pas légitime, pourquoi? Parce que le président Kabila, le président honoraire Kabila, a fait 3 mandats, n'oubliez pas. 1 plus 4, c'était mandat, plus 2 mandats de 5 ans. Non, ne dites pas ça, c'est un faux raisonnement. Dire que Joseph Kabila a fait 3 mandats, il a fait 2 mandats constitutionnels. Et le premier, c'était quoi? On peut l'appeler comme on veut. Ne faites pas un raccordement frauduleux ou de mauvaise foi. John, écoutez. Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 1 plus 4, le régime 1 plus 4. Il a dirigé le pays ou pas? Il a dirigé le pays. Après, il a fait 2 mandats constitutionnels. Voilà. Donc, on peut arrondir ça. Il ne faut pas dire 3 mandats, non. Appelez ça comme vous voulez. Il a fait ces 3 étapes pendant lesquelles il était à la tête du pays. Alors, quoi qu'il ait fait de bon, imaginons qu'il ait fait que de bonnes choses. Ce n'est pas une raison pour lui demander de revenir au pouvoir. Regardez dans tous les pays qui vont de l'avant. L'Europe, en Asie, en Amérique. Un chef d'État qui a fait ces 2 mandats, il est tranquille dans son coin, il s'occupe à autre chose. Il est sénateur à vue, il se plaît dans son rôle, il peut faire autre chose, des conférences, je ne sais pas, des interventions, des conseils, pourquoi pas, au président en exercice, collaborer, coopérer avec lui. Remarquez, regardez ce qui se passe en Europe. Sarkozy n'est plus au pouvoir, mais il est tout le temps appelé par celui qui est au pouvoir. Aux États-Unis, c'est pareil. Pourquoi on ne ferait pas ça en RDC? Alors, on ne peut pas comprendre les cadres du PPRD qui prétendent être des hommes politiques, qui font de la politique, qui n'ont qu'une ambition, qui n'ont qu'une obsession, le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Je pense même qu'il l'ennuie. Je ne crois pas que lui-même soit de cet avis-là.
J'ai suivi dernièrement un jeune qui dirige Kabila Forêt Vert, une association. Alors là aussi j'étais étonné, parce que le jeune homme qui s'appelle Junior quelque chose, il dit ceci, nous allons faire des séminaires, nous allons faire des formations à nos jeunes, ils vont aller partout battre la campagne pour que Joseph Kabila revienne au pouvoir. Et c'est cela, faire de la politique. C'est à croire qu'au PPRD, à part Joseph Kabila, il n'y a aucun autre homme politique capable de prendre le pouvoir dans ce pays. Au lieu de parler de Joseph Kabila à tout moment, cherchez plutôt à sauver les 2 ans de mandat de Félix Tshisekedi. Alors, jusque-là, il faut dire que le bilan est mitigé. Au lieu de s'attarder à parler de Joseph Kabila, sauvez d'abord votre mandat qui court. Si je fais cette introduction, c'est pour vous faire voir qu'au PPRD, on n'a jamais fait et on ne fait pas de la politique. C'est ça notre sujet. C'est pareil pour la Mouka. Regardez Fayoulé Mouzito. De quoi il parle? On ne veut pas du glissement. On ne veut pas une CENI politisée. Comment voulez-vous qu'un organe qui organise des élections dans un pays ne soit pas politisé? Ce n'est pas faire de la politique, John, je viens de vous expliquer. Faire de la politique, c'est chercher des solutions aux problèmes qui se posent à sa population. Mais ces messieurs qui s'aiguisent de l'opposition, que ce soit du PPRD et de la Mouka, ne font aucune proposition constructive au gouvernement. Ils n'ont même pas une alternative pour dire, voilà, écoutez, ils font ceci, pas bien dans tel domaine, nous proposons de faire ceci. C'est ça faire de la politique, pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les populations congolaises. On a les mêmes problèmes, l'eau, l'électricité, le transport, l'habitat, etc., j'en passe. Mais ces messieurs ne pensent qu'au pouvoir. Ils ne parlent que des élections, alors qu'il y a plus d'1 an encore sous le mandat du président Fathi. C'est pour ça que je vous dis que dans ce pays, comme dans l'Afrique noire tout entière, on ne fait pas, on n'a jamais fait de politique. La dernière fois, je vous ai parlé un petit peu du tiers-monde. Alors vous savez que dans les années 70, on parlait du tiers-monde. Et dans le tiers-monde, il y avait... L'autre monde. L'autre monde, moi j'appelais ça le monde des autres. Le tiers-monde, donc le monde des autres. Parce que ce n'est pas nous qui étions mis dans le tiers-monde africain, asiatique, américain du Sud, qui avions décidé du terme du tiers-monde. Hein. Ce sont les autres, les pays industrialisés, qui ont dit, voilà, ces gens appartiennent au tiers-monde. Et dans le tiers-monde, il y avait les pays asiatiques, tels que la Chine, l'Inde, il y avait les pays d'Amérique du Sud, tels que le Brésil, il y avait les pays arabes, hein, qui sont avec nous en Afrique, ainsi que tous les pays d'Afrique noire. Aujourd'hui, on ne parle plus du tiers-monde. Pourquoi? Parce que tous ces autres pays-là sont sortis du tiers-monde, sont sortis du sous-développement. Ils ont émergé. Il ne reste plus que les pays d'Afrique noire, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. On n'utilise plus le terme de tiers-monde, on utilise le terme l'Afrique subsaharienne, pour dire tout simplement... Qui marque les pas. L'Afrique noire. C'est le seul continent ou sous-continent à rester sous-développé aujourd'hui. Tous les autres sont partis. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, même le Maroc et l'Égypte, qui sont dans le même continent que nous, viennent pour soi-disant aider la RDC. Ça veut dire que la RDC et l'Afrique noire n'ont jamais fait de politique. Ils continuent toujours à se battre pour le pouvoir. Parce que s'ils avaient fait de la politique, comme je le disais tout à l'heure, John, il y a longtemps que tous ces problèmes auraient disparu. Regardez, on va faire un petit pas en arrière pour voir comment les autres font de la politique. Je vais vous parler tout simplement de la période coloniale. Les colons arrivent chez nous. Ils mettent en place leur politique pour résoudre leurs problèmes. Et leur problème, c'est quoi? Ils sont moins riches, ils veulent s'enrichir. Ils étaient là pour se servir. Voilà. Et ils voient qu'en Afrique, il y a des richesses. Ils viennent en Afrique, ils mettent en place une politique. Et leur politique... Pour résoudre leurs problèmes à eux. Pour résoudre leurs problèmes à eux. La politique qu'ils mettent en place, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux, pour leur propre intérêt. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont urbaniser nos villes. Mais de quelle façon? Ils vont urbaniser nos villes de façon à ce que toute notre économie soit tournée vers eux. C'est ainsi que, sur les cartes que je vais vous montrer là, que vous allez voir, vous verrez comment les Blancs ont décidé de placer les capitales de nos pays. Ah, l'emplacement des capitales. L'emplacement des capitales de nos pays. Souvent, elles n'ont jamais été au centre. Hein. J'ai fait aussi ces constats. Jamais été Toutes ces capitales. Toutes ces capitales de l'Afrique noire colonisées par les Européens n'ont jamais été au centre. La preuve, là, par exemple, je vais vous présenter le Gabon. Vous voyez, là, nous avons
la République gabonaise et vous verrez que la capitale Libreville est située là, sur la périphérie de Gabon. Là, il y a l'océan. Il en est de même. C'est souvent proche des voies d'évacuation. Il en est de même de la République centrafricaine. Là, vous voyez la République centrafricaine. Regardez la position de la capitale Bangui sur la périphérie du pays, jamais au centre du pays. Nous passons au Congo-Brazzaville. Eh bien, là, pareil, vous voyez Congo-Brazzaville qui est là. Ça, c'est la carte du Congo-Brazzaville. Brazzaville, c'est où vous? Regardez l'emplacement de Brazzaville. Vous savez que c'est proche de Kinshasa, proche du fleuve Congo. Enfin, nous terminons par la RDC. Regardez là, c'est la RDC. Kinshasa, la capitale, elle est placée. Un vaste pays comme ça. Vers le port de Matadi. Alors vous voyez que pour quitter Kisangani, venir à Kinshasa, c'est tout un voyage. Hein? Alors de Kisangani à Kinshasa, les Blancs avaient compris que dans le haut du pays, le fleuve était navigable. Alors que dans le bas du pays, le fleuve n'était pas navigable. C'est pour cela qu'ils ont choisi cet emplacement. Ne croyez pas que Stanley a fait tout ceci par hasard. Stanley avait sillonné tout le Congo pour choisir où mettre la capitale. Donc on peut quitter Kisangani pour Kinshasa par le fleuve. Par les fleuves. Parce que le fleuve est navigable dans le haut du pays. Mais quand on arrive à Kinshasa, en deçà de Kinshasa, le fleuve n'est pas navigable. Il y a plein de chutes. Donc là, on met la ligne de chemin de fer. Et ces lignes de chemin de fer que les Européens avaient mis, c'était ce qu'on appelle des lignes de pénétration. Donc c'est des lignes qui pénètrent à l'intérieur du pays pour amener les matières premières au port, pour l'exportation vers l'Europe. On peut parler aussi des routes d'évacuation. Bien sûr, de pénétration et d'évacuation. Pénétration, des matières premières. Parce que ça pénètre à l'intérieur du pays. Et ça évacue. Et le but, c'est évacuer les matières premières, les minéraux et les produits agricoles vers l'Europe. C'est ainsi que, par exemple, on parle... C'est comme ça qu'il y a eu la traçabilité du chemin de fer. Eh bien, bien sûr. Les lignes de chemin de fer n'étaient pas faites pour desservir les pays africains. C'était pour... On utilise la capitale. L'urbanisation des villes européennes, africaines par les Européens, c'était quoi? La capitale, le port, quelques villes secondaires servant de relais, et la ligne de chemin de fer qui relie tout ça jusqu'au port. Du port, on exporte vers l'Europe. Donc une économie totalement extravertie. Et même à l'intérieur du pays, là je vous ai parlé des pays africains, et si nous revenons là nous sommes en RDC, regardez ce schéma-là, nous partons, nous avons Bujima ici, Kananga ici et Chikapa ici. Regardez cette île-là, alors que Bujima est la capitale du Kassai oriental, est située... Capitale de l'or aussi. Située sur la périphérie de la province. De même que Kananga que vous voyez là, au lieu d'être là au centre du Kassai occidental, située sur la périphérie. Parce que leur problème, ce n'était pas développer nos régions. Non. C'était avoir des villes relais par lesquelles passe une route nationale ou une ligne de chemin de fer pour amener les matières premières au port. Et de là, s'exporter vers l'Europe. Vous comprenez ça, John? Alors, quand nous prenons l'indépendance dans les années 60... Mais 60 ans après, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas modifié tout ça? Justement, c'est pour vous dire qu'on a... Vous l'avez dit, ça, c'est une économie extravertie. Totalement extravertie. Qui a fait ça. Totalement extravertie. C'était pas pour nous. Totalement Mais qu'avons-nous fait après? Nous n'avons pas fait de la politique. C'est pour ça que je vous dis que nous n'avons jamais fait de la politique. Si nous avions fait de la politique, nous aurions en premier lieu constaté que toute l'urbanisation mise en place n'était pas pour desservir nos intérêts. Donc la première chose que nous aurions commencé à faire aurait été de mettre les villes dans des positions centrales. Parce que pour mieux aménager le pays, pour mieux aménager une ville, il faut que sa capitale, son chef-lieu, soit au centre de la région, au centre de la ville. Ainsi, il peut être accessible à toutes les autres provinces. Donc nous aurions dû commencer, nous, à localiser nos capitales au centre des pays. Non, mais quand vous dites ça, si je jette un coup d'œil sur les capitales occidentales, je ne crois pas que Paris, Bruxelles ou Rome sont au centre de ces pays. Alors, ces capitales ne sont pas forcément au centre des pays,
Parce qu'eux aussi, quand ils mettaient en place leur capitale, c'était surtout des dictateurs, des rois, des empereurs comme Napoléon en France, qui décidaient ce qu'ils voulaient et qui bâtissaient tout par prestige. Mais et au moins, néanmoins, avaient le souci du bien-être de leur pays. Mais quand les Blancs ont eu ce que j'appellerais, entre guillemets, leur indépendance, quand ils ont fait leur révolution, qu'ils ont chassé les rois, les empereurs, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont revu les politiques de leur pays. C'est ainsi, par exemple, que dans un pays comme la France, en 1950, un monsieur qui constate un déséquilibre total entre Paris et le reste de la France écrit un livre, il publie un livre intitulé « Paris et le désert français ». Les politiques se saisissent de ces livres-là, un livre publié par un écrivain. Quelle année? En 1950. Ils se saisissent de ce livre, Paris et le désert français. Ils ouvrent leurs yeux, mais tiens, mais c'est vrai, ce monsieur dit vrai, il y a Paris, mais en dehors de Paris, il n'y a rien. Tout est concentré sur Paris. Donc, décentralisation, etc., etc., pour égaliser... Comme nous actuellement. Hein? Nous, on peut aussi parler de Kinshasa et les déserts congolais. Oui, Kinshasa et le désert quinois d'ailleurs, d'abord, à Kinshasa, on peut parler de Gombe et le désert quinois, et en RDC, de Kinshasa et le désert congolais. C'est exactement pareil. Mais nous, alors que nous avons la chance d'avoir tous ces pays qui ont fait ça avant nous, pour nous, c'est plus facile. Eux, ils n'avaient personne pour les aider. Ils ont fait travailler leur caboche, leur ménage, ils ont fait tourner leur ménage. Ils ont compris qu'il fallait que le territoire n'ait pas autant d'inégalités. Et c'est ça l'objet de la politique d'aménagement du territoire. Cette politique d'aménagement du territoire qui n'est pas pratiquée en Afrique, John. C'est là le gros problème. En Europe, la priorité, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire englobe toutes les politiques que l'on puisse mettre en lieu dans un pays. Mais dans toute l'Afrique noire, on ne parle jamais de l'aménagement du territoire. On forme les politiciens, les économistes, les juristes, etc., etc. Toutes les bourses qu'on envoie, par lesquelles on envoie les gens en Europe, en Amérique, en Asie, on ne vous parle que de la politique, du droit, de l'économie. Jamais de l'aménagement du territoire. Alors que l'aménagement du territoire, de par ce mot, de par ce terme, aménager un territoire, le territoire doit être bien aménagé. Parce que l'objet de l'aménagement du territoire, c'est de gommer toutes les inégalités qui sont sur un territoire national. Les inégalités. Et quand vous prenez tous nos territoires africains, en RDC c'est pareil, il y a des inégalités partout. Est-ce que la RDC est un ensemble de territoires aménagés où nous vivons dans une sorte de jungle, où tout est permis? Mais nous sommes en jungle parce qu'effectivement, nous ne pratiquons pas la politique d'aménagement du territoire. Je vous disais, l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'il fait? L'aménagement du territoire scrute l'espace du territoire national. Note des inégalités qu'il y a sur ce territoire. Et son objet principal, c'est de gommer ces inégalités. C'est en gommant les inégalités sur un territoire qu'on retrouve un territoire équilibré et qui peut alors évoluer et aller de l'avant. Je vous donne l'exemple d'un pays comme l'Angleterre. Les Anglais, quand ils constatent leur politique d'aménagement du territoire était basée sur deux axes. La politique industrielle et la politique urbaine. Politique industrielle, pourquoi? Parce que dès la crise des années 30 dans les mines de charbon qui faisaient vivre l'Europe, ces mines ont connu une crise, ça ne fonctionne plus. Alors il y a eu des inégalités sur le territoire du Royaume-Uni. Là, vous trouvez un chômage à 30%, ici le chômage à 20%, là à 50%. Les Anglais ont dit non, nous devons égaliser les taux de chômage sur notre territoire. Pour ça, ils ont mené deux politiques. La politique industrielle, faire par tous les moyens pour créer les emplois dans toutes les régions. Créer les emplois consiste à quoi? Ici, j'entends tout le temps, il y a un monsieur ici qui m'a posé une question dans une émission, pour ne pas citer son nom, de la Mouka, Fatia créé combien d'emplois? Non, ce n'est pas le président de la République qui crée les emplois, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Mais dans un pays normal, on met en place une politique qui facilite la création des entreprises et donc la création des emplois. Ça, les Anglais l'ont fait. Les Anglais l'ont fait comment? En incitant à la création des entreprises par des primes. On vous dit, John, si vous créez une entreprise et que vous embauchez 20 personnes, voilà, pendant 5 ans, vous ne payez rien à l'État, mais au contraire, l'État vous donne, par exemple, $5 000 par an. Vous comprenez ça? Vous allez vous y mettre et créer de l'emploi. Ils ont ajouté la politique urbaine. En regardant l'espace du Royaume-Uni, on remarque quoi? Là, il y a 40 millions d'habitants, alors qu'ici, il n'y a qu'un million d'habitants.
Là, il y a 2 millions d'habitants. Non, non, ce n'est pas normal. Nous devons égaliser le territoire. Qu'est-ce que les Anglais ont fait dans les années 40, 1940? La localisation de la population. Donc, John, on déplace une population, toute une population entière. On dit non, non, c'est trop peuplé ici. Vous allez habiter à tel endroit où il n'y a personne. Les Anglais ont déplacé les populations. Nous avons la chance d'avoir toutes ces expériences vécues par ceux qui nous ont précédés. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Rien. Ici, chez nous, tu ouvres une petite entreprise. Tu embauches 2 personnes qui n'avaient pas du boulot. Dès le lendemain, dès que tu mets l'enseigne, tous les services de l'État te tombent sur la tête. Taxe environnement, taxe ceci, taxe cela, taxe cela. Donc on décourage. On vous traque, on vous décourage. On décourage les créateurs d'emplois. La population, c'est pareil. On en a parlé un petit peu quand on a fait l'émission sur l'urbanisation. Regardez aujourd'hui, comme d'ailleurs dans toutes les villes d'Afrique noire, les capitales écrasent le reste des villes des pays. Kinshasa écrase toutes les autres villes de la RDC par la population. Parce que tout le monde s'est rue vers Kinshasa. L'exode rural. Voilà. Et quelle politique est mise en place pour empêcher que toute la population aille vers Kinshasa, pour égaler la démographie sur le territoire national et équilibrer le territoire? Aucune politique. C'est pour ça que je vous dis, quel que soit le secteur que l'on prendra, aucune politique n'a été jamais mise en place dans ce pays et en Afrique noire d'une façon générale. Il faut donc passer à faire de la politique. Tous les régimes passés n'ont pas fait de la politique. Mais comment maintenant faire cette politique? Alors, nous avons aujourd'hui de la chance déjà d'avoir un chef d'État qui fait de la politique. Ah bon? Ça, je ne vous le dis pas par... Tshisekedi fait de la politique. Je ne vous le dis pas par fanatisme. Là, c'est un militant qui parle. Hein? Bien que je sois membre de l'UDPS, oui, mais je parle de façon réaliste. Je vous ai dit, on a défini la politique dès le départ. C'est la recherche des solutions aux problèmes qui se posent à sa population. Regardez le président Fachi arrive au pouvoir. Premier souci, insécurité à l'Est. Ça, c'est un gros problème qui s'opposait pendant des décennies à la population congolaise. Aujourd'hui, on a des résultats parce que beaucoup de rebelles ont déposé des armes. Ça fait moins de tueries qu'avant. J'ai vu dernièrement un reportage à la télé où beaucoup de routes sont ouvertes à Bunia, dont une route nationale, des routes départementales, intérieures, qui permettent aux gens de circuler alors qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire. Quand le président remarque qu'il y a difficulté que nos enfants aillent à l'école, qu'est-ce qu'il met en place? La gratuité de l'enseignement primaire. Ça, c'est résoudre un problème qui se pose à une population. J'ai suivi dernièrement un reportage avec l'honorable Eliezer, avec l'acheminement du matériel pour la construction du barrage sur la chute de Katenge dans le Grand Kasaï. Un problème. Une région totalement plongée dans le noir. Je vous ai dit tout à l'heure, le barrage d'Inga a vu ses câbles enjamber la capitale du Kasaï, qui était à l'époque Kananga, pour aller au Katanga, laisser toute une région dans le noir. Et pendant une vingtaine d'années, le régime passé a laissé pourrir le matériel de construction du barrage de la chute Katende au Katanga. Mais voilà que M. Fachi arrive au pouvoir, il voit un problème. Il dit on doit résoudre ce problème. Ce matériel doit être acheminé dans le Kasaï pour construire le barrage d'Inga qui va libérer toute cette région. Les exemples sont multiples. J'ai suivi dernièrement à la télé que le président a offert un bac. Hein? On peut l'appeler ça un pont mobile, comme vous voulez, c'est un bac qui permet aux gens de Lubangui de traverser pour aller jusqu'à Bangui, dans le Centrafrique. Et les gens étaient très contents, voilà, ça fait longtemps, on ne pouvait même pas... Ça veut dire que ce président a le souci en plein XXIe siècle, les bacs doivent faire réjouir les gens de la sorte. Mieux vaut le bac que rien. C'est ridicule. Mieux vaut le bac que rien. Moi, je vous dis, John, moi, en tant qu'ingénieur BTP, j'ai travaillé sur le pont Maréchal, à Matadi. Et je vous dis, quand nous allions à Matadi pour aller à Boma, si nous arrivons à 17h01, le bac était parti. Il y avait un bac qui traversait de Matadi à Boma. Mais si nous nous pointons avec nos matériels... Là, c'est avant les ponts Maréchal. Avant la construction du pont Maréchal. Oui. Nous faisions des études d'impact, toutes les études qu'il faut pour enfin construire le pont. Des études de route d'accès au pont, etc., etc. Mais pour traverser de Matadi à Boma, nous arrivons, on courait, on vient de Kinshasa, on roule à 200 à l'heure, on arrive à Matadi, on voit le bac s'en aller. Le pont mobile s'en aller. On est obligé de se coucher à l'hôtel, de repartir le lendemain. Et là, il y a eu un pont, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le Marcel Mobutu a mis un pont par prestige et défi, mais c'est une œuvre socio-économique qu'il avait mise en place. Les gens traversent du matin au soir. Et le fait que le président Fachi mette le bac à Ubangui, ça a permis de résoudre ce problème de l'enclavement
de cette province où les gens ne pouvaient pas bouger. Aujourd'hui, en attendant peut-être un pont prochainement, les gens peuvent partir de l'Ubangui jusqu'à Centrafrique. Zongo, oui, jusqu'à Centrafrique. Et ils peuvent enchaîner jusqu'à Dora, jusqu'au Nigeria. Vous vous rendez compte déjà de la dynamique créée dans cette sous-région? Donc ça, c'est un chef d'État qui fait de la politique parce qu'il regarde les problèmes qui se posent à la population et il est dit, je dois trouver solution à ces problèmes-là. Hein, vous comprenez, John? Donc si on avait fait comme ça pendant longtemps, on n'aurait pas eu tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Et ce qui est désolant, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on fasse cette émission, c'est que les gens qui sont censés faire de l'opposition à la politique du président Fathi ne parlent pas politique. Ils ne parlent que pouvoir du matin au soir. Nous allons marcher dans la rue. Pourquoi? Voilà la désignation. Mais parce que les pouvoirs, c'est les préalables. Yael Kankou, ne les empêchez pas de parler pouvoir, parce que tout commence par là. Tout commence par les bonnes élections. C'est le point de départ. John, les élections pour servir à quoi? Je vous ai parlé des dictateurs. Mobutu ne faisait pas des élections. Il a conçu plus d'ouvrages, plus d'œuvres que ceux qui ont fait les élections. Si vous comparez les 20 ans du kabylisme aux 20 premières années de Mobutu, eh bien c'est le jour et la nuit. Par exemple, ce type-là, sans qu'il ait la démocratie dans le pays, sans qu'il ait des élections... Vous l'avez dit vous-même, c'était une politique de prestige. De prestige, ça s'est fait partout en Europe. Hein. Je vous ai parlé de Napoléon. Quand Napoléon décide qu'on construise le jardin de Tuileries ou la Tour Eiffel, il ne fait pas de la politique au sens noble du terme. C'est par prestige. Et c'est ainsi qu'il a décalé, comme d'ailleurs Mobutu l'avait fait dans la région quinoise, il a chassé les populations qui habitaient tout autour pour dire ça devient Paris. Il a repoussé sans cesse les limites de Paris pour agrandir Paris, comme Mobutu avait fait pour agrandir les limites de Kinshasa. Mais ce qui est désolant aujourd'hui... Nous avons sur notre Tour Eiffel, non? Pardon? Nous avons notre échangeur de limité, oui, que l'on peut comparer à la Tour Eiffel, bien que ce n'est pas exactement pareil. Mais ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que ce que nous appelons hommes politiques aujourd'hui ne font pas de la politique, John. Ils ne pensent qu'au pouvoir. Vous entendez, non, on ne doit pas mettre Kadima à la CENI parce que c'est l'homme de Tshisekedi. Mais imaginez cette bassesse-là. Vous vous rendez compte? Dans tous les pays du monde entier, la majorité qui dirige organise les élections. Mais restez dans l'opposition, messieurs. Battez-vous comme l'UDPS s'est battu pendant près de 40 ans pour accéder au pouvoir. Et quand vous allez accéder au pouvoir, faites de la politique. Vous comprenez ça? Le peuple a besoin qu'on lui fasse de la politique. C'est-à-dire qu'on résolve ses problèmes. Or, personne n'a résolu ce problème. Nous venons d'avoir une saison sèche là, qui a duré 3 mois. Cette fois-ci, on a eu beaucoup de chance. Ça a duré un peu plus. Qu'est-ce qu'on a fait comme travaux dans la ville de Kinshasa? C'est déjà le retour de la pluie. C'est déjà le retour de la pluie, John. Moi, j'avais pensé, en voyant tous ces tronçons d'avenues internes, de voies secondaires en très mauvais état, moi, je me disais que pendant la saison sèche, on allait en profiter pour réhabiliter toutes ces voies. On n'a rien fait. Tout ça, c'est sous l'ère Fathi, hein, que vous vantez aujourd'hui. On n'a rien fait. Que vous encensez. Fathi, c'est un président démocrate. C'est-à-dire qu'il sait que la ville de Kinshasa est dirigée par le gouvernement provincial de Kinshasa, où il y a le gouverneur de Kinshasa et son assemblée provinciale. C'est à eux de s'occuper de Kinshasa. Vous comprenez ça? J'ai suivi un monsieur qui disait... D'ailleurs, c'est un journaliste, c'est un de vos collègues, M. Bossembe, qui dit dans son émission que Fathi doit devenir un peu plus dur envers les gens. Vous voyez que quand on voit ce qui se passe dans nos provinces, les gouverneurs qui sont là, qui ne foutent rien, les assemblées provinciales qui ne foutent rien, alors que vous avez un président là qui vous a donné la chance de vous exprimer politiquement, faites de la politique, on vous a donné toutes les cartes dans les mains. Et j'ai suivi dans une émission qu'il paraît que la ville de Kinshasa a une dotation de 2 500 000 $ tous les mois pour faire ce qu'on appelle Kinbobeto. Vous vous rendez compte, John? Vous me donnez moi ça, chaque mois je transforme une commune de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens avec des balais qui nettoient les rues toute la nuit et qui se réveillent fatigués le matin, qui se plaignent déjà... Faut-il se demander s'ils sont si payés, hein, ces gens-là? Ils se plaignent déjà pour le transport. J'ai suivi dernièrement une émission. Voilà, quand on finit de balayer les rues à 2 h du matin, il n'y a pas de transport. Mais où va cet argent-là? Vous comprenez ça, John? On ne peut pas appeler ça faire de la politique. Faire de la politique, c'est là que j'insiste, ça me fait mal au cœur, ça me désole, c'est résoudre les problèmes de sa population. On ne veut pas faire de la politique dans ce pays. On veut se battre pour le pouvoir. L'opposition incarnée par le PPRD et la Mouka
ne pense qu'au pouvoir, ne parle que du pouvoir. Et quand les religieux s'en mêlent, alors ça donne un triste tableau. Parce que vous avez là des gens dont vous dites qu'ils sont habités par le Saint-Esprit, mais ces gens-là ne se soucient pas de la résolution des problèmes de leur pays. Quand on prend la politique qui est menée aujourd'hui, regardez, il y a du mal partout, John. Prenons le bruit tout simplement. Le bruit, c'est une pollution plus grave que toutes les autres pollutions. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que le bruit frappe le cerveau. Tous les enfants qui naissent, les bébés, ici, dans la ville de Kinshasa, naissent dans le bruit, grandissent dans le bruit. Donc leur cerveau est déjà atteint. C'est très grave, ça fait très mal. C'est pour ça qu'on a plus tard des koulouna un peu partout dans les rues. Ces enfants ne veulent pas se reposer. Un bébé a besoin de dormir plusieurs heures par jour, dans le calme. À Kinshasa, un bébé ne peut pas dormir. Il y a du bruit partout. Des églises frappent toute la nuit. Vous vous rendez compte, dans mon quartier où j'habite, à 4 heures du matin, une église ouvre avec ses haut-parleurs et se met à crier. 500 décibels. Vous vous rendez compte de ça, John? Les enfants qui doivent aller à l'école le lendemain. Les bébés, je viens d'en parler. Les femmes qui viennent d'accoucher. Les malades ne peuvent pas se reposer. Et c'est dans un tel environnement que nous vivons. Dans un tel environnement que nous vivons. Donc, le cerveau n'est plus normal. Nocturne comme diurne. Diurne, nocturne, c'est pareil. Mais nous avons des bourgmestres, John. Et la majorité de ces bourgmestres sont issus de l'ancien régime. Ils sont encore là en place jusqu'à aujourd'hui. Non, non, les nouveaux régimes a déjà installé ou mis en place ces bourgmestres. Hein, peut-être 1%, hein, sincèrement. Parce que les communes que moi je connais, en tout cas, tous ceux qui sont en place sont de l'ancien régime. Ils ne font pas mieux que les autres, hein, rassurez-vous. Je ne dis pas qu'ils vont mieux que les autres. Il y a les habitudes qui sont traînées depuis des siècles. C'est ça, la non-politique que je dénonce ici. Ce ne sont pas des excuses. Je fais voir que comment est-ce qu'un bourgmestre peut tolérer à 100 mètres de sa commune, à 100 mètres même de son domicile, qu'il ait du bruit, autant de bruit dans sa commune. Il ne pense pas aux enfants, il ne pense pas aux bébés, il ne pense pas aux femmes enceintes, il ne pense pas aux malades. Mais nous sommes dans quel pays? Tout ça pour vous dire, John, qu'on ne fait pas de la politique. Ni de la politique urbaine, ni de la politique régionale, ni de la politique nationale. Tous nos hommes politiques, entre guillemets, ne se battent que pour le pouvoir. Donc il faut que les gens du PPRD, que les gens de la MOCA fassent des propositions constructives au gouvernement. C'est leur gouvernement. Vous vous rendez compte, quand vous êtes dans un pays, dans tous ces pays européens, le problème national est pris à cœur par tous les partis politiques. Je vous donne un exemple. Un monsieur a giflé le président de la France, le président Macron. Mais tous les partis politiques français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont condamné cet acte. Y compris Mme Le Pen. Hein? Mais justement, je vous dis, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont soutenu le président Macron, ont condamné cet acte. Mais regardez ici, un président, le président Fati, qui se bat, je viens de vous l'expliquer, pour résoudre les problèmes du pays, qu'est-ce qu'on fait? On crée des scandales, on jette des photos, des vidéos, n'importe quoi, pour salir sa réputation. Et ça, l'opposition saute là-dessus, il s'en prend à cœur joie pour dire voilà un type comme ça. Non, mais si lui-même n'a pas pu discipliner sa vie privée, que voulez-vous? Un homme d'État de cette trempe n'a pas de vie privée. John, une vie privée existe pour tout le monde. Je peux vous donner quelques exemples. Un grand président de la nation la plus forte au monde, Bill Clinton aux États-Unis, a eu un scandale qu'aucun autre chef d'État n'a commis. Vous vous en souvenez? Sortir avec une stagiaire de la Maison-Blanche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa dame, la première dame, a soutenu son mari jusqu'au bout. Le peuple américain, bien que ce monsieur a parjuré devant les tribunaux en niant qu'il n'ait jamais sorti avec la jeune femme, eh bien, le peuple américain a continué à soutenir son président dans l'action politique qu'il menait pour son pays. Les Blancs regardent l'intérêt de leur pays. Ici, chez nous, on en profite pour détruire, pour tuer votre frère qui est au pouvoir. Vous vous rendez compte, la MOCA qui fait sa marche, il va saisir qui? La MONUSCO, la CPI. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous êtes dans votre pays, ce pays a été colonisé, et les gens qui nous ont colonisés continuent à nous coloniser jusqu'à aujourd'hui. Nous devons nous battre comme les Chinois, comme les Indiens, pour libérer notre pays de l'avant. Mais qu'est-ce que font les hommes sans être politiques? Ils nous retournent dans la colonisation. Ils préfèrent aller accuser leurs propres frères chez les colons pour que la colonisation reprenne place.
Ça, ce sont des précautions à prendre. Hein. Ce ne sont pas des précautions. Nous sommes en Afrique. C'est l'inconscience totale et c'est pour cela que je redis que l'Afrique ne peut pas décoller tant qu'on n'y fera pas de la politique. Tant qu'on continuera à faire la course au pouvoir, l'Afrique ne pourra jamais décoller. Nous devons saisir cette chance que nous avons en RDC d'avoir réellement un chef d'État qui fait de la politique. Le soutenir jusqu'au bout. Si vous voulez prendre sa place, mais attendez la campagne électorale, notez toutes les erreurs qu'il aurait commises ou les choses qu'il n'aurait pas faites, soulevez ça pendant vos campagnes électorales. Mais ne commencez pas, en plein exercice des mandats présidentiels, à faire tout pour que le président en exercice échoue dans sa mission. Ça n'est pas faire de la politique. Et ça, c'est très triste pour les Noirs, pour les Africains, qui, jusqu'à aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances, n'ont encore rien compris à la politique. Est-ce que vous comprenez ça, John? Alors, Yaël Kankou-Kazakou, pour atterrir, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, tout ce que je dirais, moi, au peuple congolais, c'est de ne jamais se laisser distraire par ces politicailleurs qui ne font que la course au pouvoir. Nous avons eu la chance dans ce pays d'avoir un président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le souci de la population, qui a mis en place de la politique visible, parce que son souci, c'est la résolution des problèmes de sa population. Soutenons ce président jusqu'à la fin de son premier mandat et faisons tout pour qu'il continue sur la même lancée. Faisons tout pour qu'il continue. Qu'il continue sur la même lancée sur le deuxième mandat, parce que c'est le premier à faire de la politique. Son bilan. On doit d'abord évaluer son premier mandat. On va évaluer son premier mandat. Un bilan sans complaisance. Un bilan sans complaisance, mais je vous dis déjà, John, que c'est un bilan largement positif. Ah bon, en tout cas, là c'est un autre débat. Comment allez-vous expliquer à un monsieur qui avait 4 enfants qui n'allaient pas à l'école, qui vont à l'école aujourd'hui gratuitement, que le bilan de Tshisekedi est négatif? Comment allez-vous expliquer à un monsieur qui ne pouvait pas prendre l'avion pour quitter son bled natal, voilà, Kinshasa, parce que le billet d'avion coûtait trop cher? Et d'ailleurs, j'en rajoute, il vient de commander des avions neufs pour remettre à flot la compagnie. Ce ne sont pas des avions neufs. Ariane. Les avions de marque russe, là, ce ne sont pas des avions neufs. Alors, c'est un autre débat, ça. Alors, ça, c'est notre débat. Neuf ou pas, il est en train de remettre à flot la compagnie aérienne nationale. Pendant des décennies, nous n'avons plus de compagnie dans ce pays-là, compagnie aérienne. Aucune compagnie qui parte ici. Quel avion congolais va, je ne sais pas, à Paris, à Londres, à Bruxelles? Comme c'était du temps de Mobutu, il n'y en a pas depuis plusieurs années. On n'a pas de compagnie aérienne, John. Mais le président Tshisekedi remet la compagnie aérienne. Vous voyez déjà, il est en collaboration avec Ethiopia Airlines déjà, une grosse compagnie, qui a d'ailleurs les plus gros avions dans le monde. Hein. C'est Ethiopian Airlines. Hein. Donc il relance la compagnie aérienne. Alors comment voulez-vous, sur mes côtes à côte de toutes ces actions que le président est en train de mettre en place, je vous dis que le barrage du Grand Kassai Chute-Katende sera déjà en grand progrès, le bac dans l'Ubangi, et plein d'actions comme ça mises en place qui sont des actions socio-économiques et qui vont fortement produire leurs effets. Non, comment voulez-vous que ce bilan-là soit négatif? De Félix Tshisekedi, mais malheureusement, ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ok, John. Yaël Kankou, effectivement, pour terminer alors. Pardon? Pour terminer, effectivement. Et pour terminer, John, je viens de dire ce que je viens de dire. Soutenons le président Fachi dans son action parce que c'est un président qui a une bonne vision, qui se bat pour résoudre les problèmes de la population congolaise. Sortons de la distraction amenée par le PPRD et le Lamouka qui s'existent de l'opposition, qui ne font aucune proposition constructive, aucune alternative proposée à la politique du pays, sauf une seule chose, que Kabila revienne au pouvoir, que Fayulu et Mouzito prennent le pouvoir. Yaël Kankou-Kazakou, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver très vite. Le plaisir est partagé. Dans un nouvel épisode des Enjeux. Merci John, c'est partagé. Merci. Messieurs et dames, faire de la politique autrement, il était temps de le dire parce que 60 ans après l'indépendance, l'Afrique subsaharienne a du mal à avancer, a du mal à évoluer. Alors il est vraiment temps, l'heure est venue pour faire de la politique autrement, surtout en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.